Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un mathématicien qui figure très certainement parmi les plus célèbres du XXe siècle, et ce, pas uniquement pour son travail considérable. Il s'agit du Hongrois Paul Erdős. Erdős naît, grandit et fait ses études à Budapest, en Hongrie. Après son doctorat, il ira passer quelques années au Royaume-Uni, à Manchester, et à cette époque-là, il fait régulièrement des visites à ses proches en Hongrie. Mais avec la montée de l'antisémitisme en Europe dans les années 30, Erdős, dont la famille est juive, comprend assez rapidement que ça va pas vraiment être possible pour lui de retourner vivre en Hongrie, et donc après son temps au Royaume-Uni, il émigre aux États-Unis peu de temps avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Guerre pendant laquelle il perdra plusieurs proches. Alors déjà à l'époque, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, Erdős aime bien rendre visite régulièrement à des collègues à lui dans les universités voisines. En 1952, les États-Unis refusent de lui renouveler son visa, pour des raisons qui sont pas entièrement claires, mais bon, en tout état de cause, en 1952, Erdős quitte les États-Unis, et à partir de là, c'est un peu le grand départ dans sa vie. Il ira d'abord passer quelques années en Israël, mais très vite il deviendra un nomade complet, voyageant simplement d'université en université, de pays en pays, avec l'essentiel de ses possessions dans deux petites valises à moitié vides. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Airbnb ou Couchsurfing, et donc Erdős se faisait héberger par les mathématiciens à qui il rendait visite. Donc il restait avec eux quelque temps, discutait, échangeait, travaillait sur un ou plusieurs problèmes, et puis au bout d'un certain temps, il repartait et il allait rendre visite à quelqu'un d'autre. Outre son nomadisme, Erdős se distingue aussi par ses excentricités, à commencer par son langage. En effet, Erdős avait non pas sa propre langue, mais sa façon à lui de parler et d'appeler un certain nombre de choses. Par exemple, lorsqu'il parlait des epsilon, il fallait comprendre qu'il parlait des enfants. En mathématiques, la lettre grecque epsilon est souvent utilisée pour désigner les quantités qui sont petites. Un autre exemple, quand il trouvait une preuve, ou quand on montrait la solution à un problème qu'il aimait bien, il s'exclamait parfois, à propos de cette preuve, « This one is from the book ». Celle-là, elle vient du livre. Alors, Erdős ne croyait pas en Dieu, qu'il appelait le fasciste suprême, mais il croyait en le livre. Pour lui, le livre c'était un livre imaginé, divin, dans lequel le fasciste suprême avait consigné la plus belle preuve de chaque théorème et la solution la plus élégante à chaque problème. Vous voyez, ça dénote un peu l'état d'esprit du bonhomme. Erdős n'était pas un grand bâtisseur de théories, c'était plutôt un poseur et un solveur de problèmes. Et ce qu'il aimait bien, c'était les solutions simples et élégantes. Il avait aussi une prédilection pour les preuves élémentaires, c'est-à-dire ces preuves qui ne font pas appel à des résultats très avancés, souvent en provenance d'une autre branche des mathématiques, mais qui se contentent de mettre ensemble trois bouts de ficelle. D'ailleurs, un des grands résultats d'Erdős s'inscrit dans cette optique. Il s'agit d'une preuve du théorème des nombres premiers. Alors, les nombres premiers, ce sont ces nombres entiers positifs, donc des entiers naturels, qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Ils jouent un rôle important en mathématiques dans plusieurs branches, notamment en cryptographie. Un objectif de recherche assez important, c'est d'essayer de comprendre la répartition des nombres premiers parmi les entiers naturels. Ce que dit le théorème des nombres premiers, c'est que si vous regardez la proportion des nombres premiers parmi les n premiers entiers naturels, donc allant de 1 à n, eh bien cette proportion de nombres premiers va tendre vers 0 au fur et à mesure que l'entier n tend vers l'infini. Les nombres premiers deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on s'éloigne de 0. Eh bien le théorème des nombres premiers donne exactement la vitesse à laquelle ces nombres premiers se raréfient. Ce théorème avait été pressenti dès la fin du XVIIIe siècle, d'abord par Legendre, puis au XIXe siècle par Dirichlet. En 1850, Tchebychev donne presque une preuve du théorème. En 1859, Riemann s'intéresse aussi à la question et apporte de nouvelles méthodes. Il utilise notamment l'analyse complexe, une branche des mathématiques qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec les entiers naturels, et en particulier avec les nombres premiers. En utilisant ces méthodes, en 1896, de façon indépendante, Jacques Hadamard et Charles-Jean de la Vallée-Poussin réussissent à démontrer le théorème. Eh bien, en 1949, Erdős donne une preuve élémentaire de ce théorème. Mais ça, ce n'était que un des multiples résultats d'Erdős. De fait, il a été un mathématicien prolifique, l'un des plus productifs de tous les temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, un mathématicien va publier, entre 30 et 300 articles au cours d'une carrière. Le rythme de publication varie beaucoup d'un domaine à l'autre, en fonction notamment des cultures dans différentes communautés, et de la nature du travail qui est fait dans les différentes branches des mathématiques. Et il y aura bien sûr des mathématiciens qui publieront plus de 300 articles, et des mathématiciens qui publieront moins de 30 articles, et qui malgré tout feront un travail considérable.
Erdős, lui, est vraiment dans une autre catégorie. Au cours de sa carrière, il a publié 1500 articles de recherche. Rien que ça. Alors, les sujets favoris d'Erdős étaient la combinatoire, la théorie des nombres et la théorie des graphes. La combinatoire, c'est cette branche des mathématiques qui, essentiellement, s'occupe de compter les choses. Il y a une vidéo d'El qui présente la combinatoire à travers les nombres de Catalan, et que je vous conseille d'aller voir. La théorie des nombres est la branche des mathématiques qui s'intéresse principalement aux nombres entiers. C'est aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup de conjectures célèbres, dont certaines sont très faciles à énoncer, comme par exemple la conjecture des nombres premiers jumeaux. Alors ce qu'on appelle une paire de nombres premiers jumeaux, ce sont deux nombres premiers qui diffèrent de 2. Par exemple, 3 et 5, ou bien 5 et 7, ou encore 11 et 13, ou 17 et 19. La conjecture affirme qu'il y a une infinité de telles paires de nombres premiers jumeaux, mais on ne sait pas le démontrer. Alors depuis un résultat de 2013 de Yitang Zhang, et des résultats ultérieurs, on sait quand même démontrer quelques énoncés qui sont pas trop loin de celui-là, mais pas encore celui-là. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo de Science étonnante pour en savoir plus à ce sujet. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la conjecture d'Erdős sur les ensembles d'entiers qui contiennent des suites en progression arithmétique. D'ailleurs, il y a une liste d'au moins une dizaine de conjectures qui ont été formulées par Erdős et ses collaborateurs et qui n'est toujours pas résolue. Donc voilà, dans la catégorie « je te ponds une petite conjecture des familles », Erdős savait faire. En 1959, Erdős et son compatriote Rényi d'un côté, et, indépendamment de l'autre côté, l'américain Edgar Gilbert, introduisent un nouveau sujet d'étude en mathématiques, celui des graphes aléatoires. Alors ce qu'on appelle un graphe, c'est un ensemble de points, qu'on appelle généralement des nœuds ou des sommets, entre lesquels il peut y avoir des connexions, qu'on appelle généralement des liens ou des arêtes. Les graphes sont des objets très simples et très généraux qui peuvent être utilisés pour modéliser une grande diversité de situations. Par exemple, les sommets peuvent être des villes, et les arêtes des routes entre ces villes. Une question qu'on peut alors se poser, étant donné un tel réseau routier, c'est quel va être le chemin le plus court ou le plus rapide pour faire le voyage de Bougainville à quand on arrive en ville. Mais les points pourraient être aussi des individus, et on va décider de mettre une arête entre deux individus s'ils se connaissent. On peut alors regarder par exemple s'il y a des communautés dans la population et chercher à les identifier. Sur le graphe que je vous montre, on voit très nettement qu'il y a deux blocs, et au sein de chaque bloc, deux personnes quelconques peuvent être reliées par des connaissances communes de proche en proche. En mathématiques, on dit qu'il y a deux blocs connexes. Maintenant, on peut aussi mettre une arête entre deux personnes si ces deux personnes se voient régulièrement, au moins une fois par semaine ou une fois par jour. Et ça peut être utile en épidémiologie puisque, selon les caractéristiques du graphe des connexions d'une population, eh bien, une maladie donnée peut se propager plus ou moins dans la population. D'ailleurs, on peut aussi regarder dans les réseaux sociaux et mettre une arête entre deux individus si ces personnes sont amies sur le réseau. Et du coup, on peut étudier l'étude de la propagation d'informations, vraies ou fausses, ou des idées plus généralement. Les graphes interviennent aussi dans le théorème des 4 couleurs. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir, étant donné une palette de couleurs, si on peut colorier n'importe quelle carte de telle sorte que deux pays qui sont voisins, qui ont une frontière en commun, ne soient pas coloriés de la même couleur. Eh bien, si ces pays sont faits d'une seule région, donc ils n'ont pas une enclave chez des pays voisins, eh bien, le fameux théorème des 4 couleurs affirme que c'est possible à partir du moment où votre palette contient au moins 4 couleurs. Regardons l'exemple qui s'affiche à l'écran, c'est une carte qui est déjà simplifiée. Eh bien en fait, si on simplifie le problème à l'extrême pour ne garder que les informations qui sont vraiment utiles, on va voir que chaque pays, en fait, est un sommet, et on va mettre une arête entre deux pays s'ils ont une frontière en commun. Donc ce qu'on cherche maintenant, c'est de colorier les sommets du graphe de telle sorte que deux sommets qui sont reliés par une arête ne soient pas de la même couleur. Le théorème des 4 couleurs affirme que c'est possible de le faire en utilisant au maximum 4 couleurs. Je vous mets ici une solution, mais bien sûr, ce n'est pas la seule. Alors, maintenant, de la même façon qu'on peut tirer des nombres au hasard, eh bien, on peut tirer des graphes au hasard. Par exemple, si vous vous donnez un nombre p entre 0 et 1, et un nombre entier n de sommets, le graphe aléatoire d'Erdős et Rényi est construit de la façon suivante. Entre chaque paire de sommets, on met une arête avec probabilité p, et donc avec probabilité 1 - p, on les laisse non connectés. Et on fait ça pour chaque paire de sommets, de façon indépendante. Ce qu'on obtient, c'est un graphe aléatoire. Donc je vous montre un exemple ici, j'ai pris n égale 6 sommets, et le paramètre p égale à 0,42, et j'ai tiré au hasard ce graphe 4 fois.
On voit sur cet exemple que dans le quatrième par exemple, le graphe n'est pas connexe, en effet il y a deux sommets qui sont liés entre eux mais qui ne sont pas reliés aux quatre autres. Une question qu'on se pose alors souvent avec les graphes aléatoires, c'est les propriétés que ces graphes possèdent quand le nombre de sommets devient très grand et en fait tend vers plus l'infini. Au passage, on peut aussi faire varier le paramètre p. Bien, une telle propriété qu'on étudie beaucoup, c'est notamment la connexité, à savoir est-ce que le graphe tient en un seul bloc. C'était une des motivations d'Edgard Gilbert à l'origine. Il considérait un réseau de télécommunications où, au début, chaque centre est relié à tous les autres. Et puis, si, pour une raison quelconque, que ce soit une attaque ennemie ou une panne matérielle, certaines connexions sont coupées, et qu'on s'attend à ce qu'une certaine proportion P des connexions soit coupée, la question qu'on veut savoir c'est est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le graphe soit en plusieurs blocs isolés, ou est-ce qu'on pourra toujours faire communiquer tous les centres? Ce que Erdős et Rényi démontrent en 1960, c'est la chose suivante. Quand le nombre de points tend vers plus l'infini, eh bien, si le produit n fois p reste strictement supérieur au logarithme de n, alors, avec probabilité 1, le graphe sera connexe, c'est-à-dire qu'il tient en un seul bloc. Au contraire, si le produit n fois p est strictement inférieur à n, eh bien dans ce cas-là, ils savent dire, avec probabilité 1, que le graphe sera constitué de plusieurs blocs. En fait, ce résultat est quelque part un peu réminiscent de la loi des grands nombres, en ce sens qu'on a tiré un graphe aléatoire, en faisant plein de petits tirages aléatoires, pour déterminer entre chaque paire de sommets si on met une arête ou pas, et ce qui se passe quand il y a beaucoup d'aléatoires ici, c'est qu'on peut dire des choses qui sont néanmoins certaines. Alors, j'ai parlé du travail que Erdős avait fait avec Rényi, et avant ça j'avais mentionné d'autres collaborateurs. De fait, Erdős a eu beaucoup de collaborateurs. En effet, il a publié avec environ 500 collaborateurs. Pendant longtemps, la tradition en sciences et en mathématiques en particulier a été celle de mathématiciens travaillant de façon isolée. Alors bien sûr, ces gens pouvaient s'écrire des lettres, et puis au XIXe siècle, il y a eu l'apparition des journaux scientifiques, qui a permis la diffusion plus rapide des résultats, mais la recherche qui menait à ces résultats était généralement toujours faite chacun dans son coin. Eh bien, au XXe siècle, cette situation a beaucoup évolué, peut-être dû en partie au fait que c'était de plus en plus facile de faire circuler les personnes, et Erdős est réellement l'exemple le plus marquant de mathématiciens qui travaillaient en collaboration avec les autres. D'ailleurs, toutes ces collaborations et l'étude de la théorie des graphes sont à l'origine d'un petit jeu parmi les mathématiciens qui consiste à calculer son nombre d'Erdős. Ce nombre, c'est la distance qui relie une personne à Erdős sur le graphe des collaborations. Alors sur ce graphe, les sommets sont des personnes, et deux personnes sont reliées par une arête si elles ont publié ensemble. Alors maintenant, le nombre d'Erdős est calculé de la façon suivante. Pour une personne donnée, si cette personne peut être reliée à Erdős, alors son nombre d'Erdős, c'est la longueur du plus court chemin, et si cette personne ne peut pas être reliée à Erdős, alors son nombre d'Erdős est égal à l'infini. Comme dans la vie, avec les fameux 6 degrés de séparation, on a ici un effet de petit monde, et comme Erdős a vraiment beaucoup collaboré, c'est un peu le hub par excellence. Du coup, en fait, la plupart des mathématiciens ont un nombre d'Erdős qui est fini et qui est inférieur ou égal à 7. Une version de ce petit jeu existe dans le milieu du cinéma et c'est connu sous le nom de 6 degrés de Kevin Bacon. Ici, le point de référence qui est utilisé, c'est l'acteur américain Kevin Bacon, qui est apparu dans un très grand nombre de films. Et on dit que deux personnes sont reliées si elles sont apparues dans le même film. Là encore, il y a un effet de petit monde et une grande majorité d'acteurs et d'actrices ont un nombre de Bacon qui est assez petit. Alors maintenant, le niveau au-dessus dans ce petit jeu, c'est d'avoir à la fois un nombre d'Erdős fini et un nombre de Bacon fini. Et ce qu'on appelle le nombre d'Erdős-Bacon, c'est la somme de ces deux nombres. Par exemple, l'actrice Natalie Portman a un nombre d'Erdős-Bacon qui est égal à 7. De par son travail en tant qu'actrice, elle a un nombre de Bacon égal à 2, et pendant ses études de psychologie, elle avait collaboré sur un papier de recherche, et donc à partir de là, il est possible de la relier à Paul Erdős en 5 étapes. Mais alors, en fait, à ce petit jeu, le top du top du top, c'est d'avoir un nombre d'Erdős-Bacon-Sabbath qui est fini. Ce nombre, c'est la somme de son nombre d'Erdős, de son nombre de Bacon, de son nombre de Sabbath. Le nombre de Sabbath, comme vous pouvez vous en douter, c'est quand on regarde la distance au pionnier du heavy metal, Black Sabbath. Ici, on va dire que deux personnes sont reliées si elles ont collaboré musicalement, ou si elles se sont produites lors du même concert. Brian May est principalement connu pour avoir été le guitariste de Queen. Mais avant que Queen ne décolle, il était en train de faire une thèse de physique à Imperial College à Londres, et il avait déjà publié 2 papiers avant d'abandonner sa thèse pour se consacrer pleinement à Queen.
D'ailleurs, il est revenu sur sa thèse après sa carrière, et il a obtenu son diplôme en 2007. Eh bien, du fait de ses publications en physique, et du fait de sa carrière musicale, ainsi que du fait qu'il a prêté sa voix à un des personnages du film Les Aventures de Pinocchio, Brian May a un nombre d'Erdős Bacon Sabbath qui est égal à 9. Une autre personne qui a un nombre fini, c'est Terry Pratchett, l'auteur de Fantasy déjantée et la saga du Disque-Monde. Il a lui aussi un nombre égal à 9. Le magicien et célèbre sceptique James Randi, lui, est à 10, et Douglas Adams, l'auteur du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, est à 14. Et enfin, Tim Blay, de la chaîne Acapella Science, lui, est à 11. Si vous ne connaissez pas cette chaîne d'Acapella scientifique, je vous recommande vraiment d'aller voir. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. C'était la première de la rubrique Histoire des maths, dans laquelle je parlerai de l'histoire avec un grand H, des mathématiques, mais aussi des petites histoires, très souvent à travers une personne en particulier, comme aujourd'hui c'était le cas avec Erdős. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la fois prochaine. So to get down to